Le café était encore chaud quand mon fils a posé sa main à plat sur la table, m'a regardé dans les yeux et a dit d'une voix que je ne reconnaissais plus. « Maman, soit tu signes les papiers, soit tu trouves autre chose. On ne peut plus continuer comme ça. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air de la cuisine, entre la cafetière et le pot de confiture, comme s'ils avaient cherché eux-mêmes un endroit où se cacher. Ma tasse a tremblé légèrement entre mes doigts. Pas parce que j'avais peur, mais parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que l'enfant que j'avais mis au monde 67 ans après moi, celui à qui j'avais appris à lire, à tomber et à se relever, cet enfant-là n'existait plus vraiment. Devant moi se tenait un homme façonné par une femme que je n'avais jamais réussi à comprendre. Derrière lui, ma belle-fille Vanessa restait debout près de la porte, les bras croisés, avec ce sourire pincé qu'elle réservait au moment où elle pensait avoir déjà gagné. « Signer quoi exactement ?» j'ai demandé, en posant ma tasse avec soin. « La procuration. Pour l'appartement. » L'appartement. 82 mètres carrés, rue des Lilas à Lyon, que mon mari Gérard et moi avions acheté en 1987, remboursé pendant 20 ans, repeint 3 fois, et que j'avais mis au nom de notre fils Thomas il y a 6 ans, quand le médecin avait prononcé le mot Alzheimer pour la première fois en parlant de moi. J'avais voulu sécuriser son avenir. Je n'avais pas imaginé qu'il s'en servirait pour sécuriser le sien contre moi. « Je ne signerai rien aujourd'hui », j'ai répondu simplement. Vanessa a soupiré depuis la porte. « André, soyons adultes. Vous n'êtes plus en mesure de gérer ce bien, plus en mesure. » Comme si j'étais déjà absente, comme si je n'étais plus là pour entendre ce qu'elle disait de moi à la 3e personne. « Je gère très bien, merci. » Thomas a baissé les yeux. Il avait honte, peut-être. Ou alors il répétait simplement ce qu'elle lui avait soufflé avant de descendre. « Maman, on a des dettes, des vraies. Il faut vendre. Des dettes. » J'avais entendu ce mot plusieurs fois ces derniers mois, sans jamais comprendre d'où elle venait. Thomas travaillait, Vanessa aussi. Il n'avait pas d'enfants, pas de gros crédits immobiliers. Alors d'où venaient ces dettes? Je n'ai pas posé la question ce matin-là. Je me suis levée, j'ai rincé ma tasse et j'ai dit très calmement « Je dois appeler quelqu'un. »« Qui ?» a demandé Vanessa, avec cette intonation qui voulait dire qu'elle estimait avoir son mot à dire sur mes relations. « Une amie. » J'ai pris mon téléphone dans la poche de mon gilet et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Ça a sonné 3 fois. « André ?»« Oui, Françoise. » C'est le moment dont on avait parlé. Un silence. Puis, « Je suis là dans 1 heure. » J'ai raccroché, je me suis rassise et j'ai attendu. Thomas et Vanessa échangeaient des regards. Elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Il a hoché la tête. J'ai regardé par la fenêtre les platanes de la cour intérieure, ceux que je voyais depuis 20 ans, et je me suis souvenu d'une chose que Gérard m'avait dite à l'hôpital 3 semaines avant de mourir. Ne laisse jamais quelqu'un te convaincre que tu vaux moins que ce que tu es. Je n'avais pas compris à qui cette phrase s'adressait à l'époque. Maintenant, je comprenais. 55 minutes plus tard, on a sonné à l'interphone. C'est Thomas qui est allé ouvrir. Quand la porte de l'appartement s'est ouverte, Françoise Aubert est entrée avec cette façon d'occuper l'espace que j'avais toujours admiré chez elle. 64 ans, cheveux poivre et sel coupés courts, tailleur marine, regard direct. Elle avait été avocate pendant 38 ans avant de prendre sa retraite. Pas n'importe quelle avocate, spécialisée en droit de la famille et en protection des majeurs vulnérables. Nous nous étions connus à la fac de droit de Grenoble il y avait bien longtemps. J'avais abandonné mes études pour suivre Gérard et reprendre la pharmacie familiale. Elle avait continué. On s'était retrouvés 20 ans plus tard dans une association de soutien aux aidants familiaux après le diagnostic de Gérard. Elle savait tout de moi. Et moi je savais ce dont elle était capable. « Bonsoir », a-t-elle dit à Thomas et Vanessa, sans sourire particulier. « Bonsoir », a répondu mon fils, légèrement déstabilisé. « Vous êtes une amie de votre mère. C'est suffisant pour ce soir. » Vanessa a voulu intervenir. « Je ne comprends pas ce que... »« André, tu es prête ?» a demandé Françoise en se tournant vers moi. Je me suis levée. J'ai pris mon manteau sur le porte-manteau. J'ai regardé Thomas une dernière fois, cherchant dans ses yeux quelque chose qui ressemblait au petit garçon qui m'apportait des pâquerettes cueillies dans le parc. Il y avait quelque chose, oui, mais il l'a recouvert très vite. « Maman, où tu vas ?» Là où on se souvient du sens du mot famille. Vanessa a fait un pas en avant. « Vous ne pouvez pas juste partir comme ça, il y a des choses à régler. » Françoise l'a regardé avec une patience très calculée. « Les choses se régleront, ne vous inquiétez pas. »
et nous sommes sortis. Dans la voiture, Françoise n'a rien dit pendant un moment. Elle conduisait vite et bien, comme toujours. Les lumières de Lyon défilaient derrière la vitre. Je regardais les façades éclairées, les brasseries encore ouvertes, les gens qui marchaient sans savoir ce qui venait de se passer à 400 mètres d'eux, rue des Lilas. « Ça va ?» a-t-elle fini par demander. « Je ne sais pas encore. » C'est honnête. Elle m'a emmené chez elle, dans sa maison de Caluire et Cuire, au bord de la Saône. Une maison calme, pleine de livres et de lumière douce. Son mari Henri m'a accueilli avec une tisane et une discrétion que j'ai trouvée précieuse. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre qui sentait le bois ciré et la lavande. Par la fenêtre entr'ouverte, j'entendais la rivière. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas rêvé de porte qui se ferme. Le lendemain matin, Françoise est arrivée avec un dossier sous le bras et 2 cafés. On parle. Elle a ouvert le dossier. Dedans, des documents que je reconnaissais bien, la procuration que Thomas voulait me faire signer, les actes de propriété de l'appartement, et autre chose que je n'avais pas vu venir. Un rapport qu'elle avait fait établir discrètement, à ma demande, 3 mois plus tôt, quand j'avais commencé à avoir des doutes. « André, tu te souviens du compte d'épargne que Gérard avait ouvert à la caisse d'épargne en 2001 ? Le plan d'épargne retraite, au nom des 2, je me souvenais vaguement. Gérard gérait toutes les finances. Après sa mort, j'avais récupéré les comptes courants, la pharmacie, l'assurance vie principale, mais ce compte-là, avec tous les papiers et le deuil et les démarches, j'avais cru qu'il avait été clôturé automatiquement. Il n'a jamais été clôturé, a dit Françoise. Il est toujours actif. Et le capital accumulé depuis 2001, avec les intérêts composés et les abondements que Gérard faisait chaque année, elle a posé un chiffre sur la table. Je l'ai regardé. Longtemps. Ce n'est pas possible. C'est parfaitement possible. Et parfaitement légal. Ce compte est à toi, André. Uniquement à toi, car tu es la bénéficiaire désignée depuis l'origine. Thomas n'y a aucun droit. J'ai posé ma tasse. Dehors, la Saône brillait sous le soleil de novembre. Ils ne savent pas. Non. Ah. Et la procuration qu'ils voulaient me faire signer n'aurait eu aucun effet sur ce compte. Mais l'appartement, lui, ils auraient pu le vendre. J'ai réfléchi. Pas longtemps. Parce que quelque chose s'était mis en place dans ma tête calmement pendant la nuit. Gérard m'avait dit de ne pas me laisser diminuer. Et Françoise était là, avec ses 38 ans d'expérience et ce regard qui ne cédait jamais. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle a souri pour la première fois depuis la veille. On leur laisse croire qu'ils ont presque gagné. Ce que Françoise a proposé était simple dans son principe, redoutable dans son exécution. Je retournerai voir Thomas. Je lui dirai que j'avais réfléchi, que j'acceptais de discuter de l'appartement, mais que je souhaitais d'abord mettre de l'ordre dans mes affaires personnelles. Et pour lui montrer ma bonne volonté, je lui remettrai un document, une lettre d'intention rédigée à la main par mes soins, indiquant que j'envisageais de lui transmettre, à terme, mes avoirs et intérêts dans divers placements financiers. Rien de précis. Rien de légalement contraignant. Mais suffisamment évocateur pour réveiller ce que la cupidité fait toujours. L'impatience. Tu crois qu'il va mordre. Je crois que c'est Vanessa qui va mordre et que Thomas suivra. Elle avait raison. Je suis retournée rue des Lilas 3 jours plus tard. Thomas m'a ouvert la porte avec une surprise mal dissimulée. Vanessa était dans le salon, les jambes croisées, un verre de vin à la main, comme si elle était déjà chez elle de façon définitive. « Maman, je ne t'attendais pas. Je sais, c'est moi qui ne préviens plus. » Je me suis assise. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Je l'ai posée sur la table basse, sans la commenter. Thomas l'a regardée. Vanessa a posé son verre. « C'est quoi ? » ?»« Une lettre. Pour vous. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Je ne veux pas finir ma vie dans un conflit. Vous êtes ma famille. » Vanessa a tendu la main vers l'enveloppe avant même que Thomas ne bouge. Elle l'a ouverte, lut rapidement, et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Pas de la tendresse, quelque chose de plus calculé. Des placements financiers, a-t-elle murmuré. Gérard était prévoyant, j'ai dit simplement. Thomas a lu à son tour. Tu aurais dû nous en parler avant, maman. Je vous en parle maintenant. Je me suis levée, j'ai récupéré mon manteau, et je suis repartie. Dans les escaliers, j'entendais déjà Vanessa qui parlait à voix basse. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je connaissais la musique. Les semaines suivantes ont été étranges. Thomas appelait plus souvent. Des appels courts, inhabituellement doux. « Comment tu vas, maman ? Tu as besoin de quelque chose ?
Vanessa avait organisé un déjeuner en famille, dans un restaurant du Vieux-Lyon qu'ils ne choisissaient jamais d'habitude, trop cher pour leurs habitudes ordinaires. Ils avaient commandé une bouteille de vin, un menu 3 plats. Ils souriaient beaucoup. Ils m'écoutaient parler de Gérard, de la pharmacie, de mon amie Françoise, avec une attention que je n'avais plus vue depuis des années. À un moment, Vanessa a glissé. « Tu sais, André, gérer des placements importants à ton âge, ça peut devenir compliqué. » J'ai bu une gorgée d'eau. Peut être, on pourrait t'aider, de façon informelle. On n'est pas des étrangers. Thomas a posé sa fourchette. On veut juste que tu ne sois pas seul avec tout ça. J'ai regardé mon fils que j'avais tenu dans mes bras, que j'avais emmené à l'école à vélo pendant 6 ans, pour qui j'avais mangé des sandwichs le midi pour économiser de quoi lui payer ses voyages scolaires. Ce fils-là me regardait avec des yeux attentifs. Et ce n'était pas moi qu'il voyait, c'était le chiffre sur la lettre. Je vais y réfléchir, j'ai dit. 2 semaines plus tard, ils sont venus chez Françoise. Ils avaient appelé pour demander s'ils pouvaient me rendre visite, pour parler sérieusement. Françoise leur avait dit oui, et leur avait donné l'adresse. Quand ils sont arrivés, Thomas portait un cartable. Vanessa avait mis des talons. Ils avaient l'air de 2 personnes qui allaient signer un contrat important, et c'était exactement ce qu'ils pensaient faire. Françoise les a accueillis avec ce calme professionnel qui ne laissait rien transparaître. Henri leur a proposé du café. Ils ont refusé poliment. Nous nous sommes installés dans le salon. Thomas a ouvert le cartable. Il a sorti un document d'une 10aine de pages. Il me l'a tendu. On a fait faire ça par un conseiller financier. C'est une convention de gestion déléguée. Tu restes titulaire de tes comptes, mais on t'aide à prendre les décisions, pour te protéger. J'ai pris le document. Je l'ai feuilleté lentement. Je savais ce que c'était. J'avais passé 2 heures avec Françoise à l'étudier, parce qu'une copie nous en avait été transmise la veille par une source que je ne révélerai pas. En apparence, c'était une convention d'assistance. Dans les clauses annexées en petits caractères, c'était une délégation totale de signatures sur les comptes d'épargne, assortie d'une commission mensuelle de gestion à leur bénéfice. C'est généreux, j'ai dit. Vanessa a hoché la tête avec ce sourire. On veut juste que tu sois tranquille. Tranquille. J'ai posé le document sur la table. Comme quand tu m'as dit que je n'étais plus en mesure de gérer mes affaires. Le sourire a légèrement figé. Ou comme quand mon fils m'a annoncé qu'il fallait signer ou partir. Thomas s'est raidi. Maman, ce n'est pas ce que... Thomas? J'ai dit son prénom avec toute la douceur que j'avais encore. Tu as utilisé des mots très précis ce matin-là. Tu as dit « soit tu signes, soit tu trouves autre chose ». Ce sont tes mots. La pièce était silencieuse. Françoise était assise dans le fauteuil du coin, les mains croisées sur les genoux, sans rien dire. Ce document, j'ai repris, n'est pas une protection. C'est une prise de contrôle, et je ne le signerai pas. Vanessa a changé d'expression. La politesse de façade s'est effacée. André, vous n'êtes pas raisonnable. Ces placements sans gestion adaptée, ces placements m'appartiennent. Entièrement. Et contrairement à ce que vous semblez croire, je n'ai rien signé. Et je ne signerai rien. C'est à ce moment-là que Françoise s'est levée. « Je dois vous informer de quelque chose », a-t-elle dit d'une voix qui n'avait rien de hostile et qui était pour ça encore plus efficace. J'ai assisté à cet entretien à la demande d'André. Henri également. Nous avons tous les 2 entendu l'intégralité de votre proposition. Thomas a regardé Françoise, puis Henri, puis moi. De plus, a continué Françoise, la convention que vous venez de présenter a été analysée par un confrère du barreau de Lyon. Elle comporte plusieurs clauses qui pourraient être qualifiées d'abus de faiblesse au sens de l'article 223, 152 du Code pénal, compte tenu du contexte de vulnérabilité, présumé que vous avez vous-mêmes invoqué pour justifier vos démarches. Vanessa s'est levée brusquement. C'est ridicule. Peut être. Ou peut être pas. Ce sera à un juge d'en décider si vous choisissez de poursuivre dans cette direction. Thomas était blanc. Il a regardé Vanessa. Elle a ramassé le document, l'a glissé dans le cartable et s'est dirigée vers la porte sans dire au revoir. Thomas m'a regardé une dernière fois avant de la suivre. Maman. Bon, Thomas. Il est parti. La porte s'est fermée doucement. Le silence est revenu. Françoise s'est rassise. Henri a apporté du café que personne n'avait demandé mais dont nous avions tous besoin. Les jours qui ont suivi ont été calmes, d'une façon qui m'a d'abord surprise. Je m'attendais à des appels furieux, à des menaces, à quelque chose, mais rien. Le silence de Thomas était plus douloureux que tout ce qu'il aurait pu dire.
Ce sont les voisins de l'immeuble qui m'ont appris, indirectement, que Vanessa était partie. Une de mes anciennes locataires du premier étage m'a appelé pour me demander si j'étais au courant que le jeune couple du troisième avait l'air de traverser une période difficile. Elle avait vu des cartons, des allées et venues. Vanessa avec une valise, un soir. J'ai attendu encore quelques jours. C'est un dimanche matin que mon téléphone a sonné. Numéro de Thomas. Maman, sa voix était différente. Pas le timbre calculé des dernières semaines. Quelque chose de plus fragile, que je reconnaissais de loin. Je t'écoute. Vanessa est partie. Elle dit que, enfin, peu importe ce qu'elle dit. Un silence. J'ai appris des choses, sur les dettes, sur d'où elle venait vraiment. Je n'ai rien dit. Je savais depuis le début, intuitivement, que Thomas n'avait pas mesuré ce dans quoi Vanessa l'avait entraîné. Ce n'était pas une excuse, mais c'était un fait. Maman, j'ai fait quelque chose de terrible. Oui? Je ne sais pas si tu peux... Il n'a pas terminé la phrase. Je ne peux pas répondre à ça au téléphone, Thomas. Long silence. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai réfléchi. Pas longtemps parce que la réponse, quelque part, était déjà là depuis le début. Mais j'ai pris le temps de la laisser monter, de ne pas aller trop vite. Dimanche prochain. Tu connais le parc de la Tête d'Or? L'entrée côté boulevard des Belges. Oui, 11 heures. Françoise m'a accompagnée en voiture. Elle s'est garée et m'a dit « Je t'attends ici ». J'ai marché seule dans le parc. Il faisait froid, ce dimanche-là. Un froid de décembre propre et sec, avec un ciel pâle et des canards qui glissaient sur le lac sans faire de bruit. Les pelouses étaient presque vides. Quelques familles, un vieux monsieur avec un chien, et mon fils, debout près du grand rosier dépouillé, dans un manteau que je lui avais offert pour ses 40 ans. Il m'a vu arriver. Il n'a pas souri, il a juste attendu. Quand je me suis arrêtée devant lui, j'ai vu qu'il avait les yeux rouges. Soit il avait pleuré, soit il n'avait pas dormi. Probablement les deux. Maman. Assis-toi, Thomas. Nous nous sommes installés sur un banc en bois. Je regardais le lac. Il regardait ses mains. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il dit. Alors ne commence pas. Écoute d'abord. Il a relevé la tête. Tu as un fils depuis 43 ans, j'ai dit. Et moi, j'ai un fils depuis 43 ans. Ce que tu as fait ces derniers mois m'a blessé d'une façon que je ne peux pas minimiser. Pas la procuration. Pas l'appartement. Ces choses-là, c'est du droit, du papier, ça se règle. Ce qui m'a blessé, c'est le mot que tu as utilisé ce matin dans ma cuisine. Aïe. Maman, le mot fardeau. Il a fermé les yeux. Ton père, quelques semaines avant de mourir, a pris ma main dans ce lit d'hôpital et m'a dit de ne jamais laisser quelqu'un me convaincre que je valais moins que ce que j'étais. Je crois qu'il pensait à d'autres circonstances. Mais ça s'appliquait aussi à toi. Thomas a mis ses coudes sur ses genoux, ses mains sur son visage. Il ne pleurait pas encore, mais c'était proche. Elle m'avait convaincu que tu ne pouvais plus gérer seul, que c'était pour ton bien. Je sais, ce n'est pas une excuse. Non, il y a eu un silence long. Les canards avaient disparu de l'autre côté du lac. Un enfant courait au loin en criant quelque chose à sa mère. Les dettes, j'ai dit. Tu peux me dire maintenant d'où elles viennent? Il a pris une longue inspiration. Des crédits à la consommation. Elle avait ouvert des comptes à mon nom sans me le dire. Des achats, des voyages, des choses que je n'avais même pas vues. Quand la banque m'a convoqué en septembre, j'ai compris. Et au lieu de m'en parler, tu as préféré me demander de signer? Elle avait dit que c'était la seule solution rapide, que toi tu ne comprendrais pas, que tu ferais des complications. Je n'ai pas répondu à ça. Certaines choses n'ont pas besoin de commentaires. Elle parle toute seule. Qu'est-ce qui va se passer pour les dettes? Françoise m'a contactée en début de semaine. Je l'ai regardée surprise. Elle m'a proposé de me mettre en contact avec un avocat spécialisé en droit bancaire. Elle dit que, dans la mesure où les crédits ont été souscrits à mon nom sans mon consentement éclairé, il y a peut être des recours. Françoise, encore elle, je lui en serai reconnaissante toute ma vie. Tu vas le faire? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de... Il s'est interrompu. J'ai besoin que tu me dises si c'est encore possible. Si quoi est encore possible? Ah, que tu me parles, que tu me regardes encore comme si j'étais ton fils. Je me suis tournée vers lui. Cet homme de 43 ans, assis sur un banc en décembre, qui me demandait la chose la plus simple et la plus difficile du monde. Tu es mon fils, Thomas. Tu le seras jusqu'à mon dernier jour. Mais il y a des choses qui ne se réparent pas avec un déjeuner au restaurant et une bouteille de vin. Je sais, ce que je t'offre, ce n'est pas un pardon immédiat. C'est du temps. Et la vérité.
Il a hoché la tête lentement comme quelqu'un qui entend quelque chose de juste pour la première fois depuis longtemps. Il y a une chose que tu peux faire, j'ai dit. Quoi? La fondation que j'envisage de créer avec Françoise, au nom de ton père, pour aider les personnes âgées isolées à maintenir leur autonomie. Elle cherche des bénévoles pour l'accompagnement administratif. Il m'a regardé. Pas comme gestionnaire, pas comme décideur, comme bénévole. Il y a eu un long silence. Tu me fais confiance pour ça? Je te fais confiance pour commencer. Le reste, tu le construiras toi-même. Nous sommes restés encore un moment sur ce banc, sans parler. Le lac brillait doucement sous le soleil de décembre. Quelque part derrière nous, Françoise attendait dans sa voiture, discrète et fidèle comme elle l'avait toujours été. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai regardé la photo de Gérard posée sur le chevet. Cette photo prise un dimanche de printemps au parc, lui qui regardait l'objectif avec ce sourire, en coin qu'il réservait aux moments de grande simplicité. Je lui ai dit tout bas. J'ai tenu la promesse. Pas en punissant. En lui apprenant. Les semaines qui ont suivi ont été les premières en très longtemps où je me suis réveillée sans ce poids. La fondation a commencé à prendre forme. Françoise s'occupait de l'aspect juridique, moi du contenu, de la vision. Thomas venait chaque jeudi soir trier des dossiers, appeler des bénéficiaires, aider à organiser des ateliers. Il ne demandait rien. Il ne parlait pas de lui. Il travaillait. Un soir, alors que nous rangions des classeurs ensemble, il m'a dit sans me regarder: tu sais ce que j'ai découvert en faisant ce travail? Dis-moi que la plupart de ces personnes âgées isolées ont des enfants qui leur téléphonent pour leur anniversaire et se disent que ça suffit. J'ai posé mon classeur. Et toi, tu pensais que ça suffisait? Il a réfléchi honnêtement. Je ne pensais pas. C'est le problème. J'ai hoché la tête. C'était une réponse honnête. C'était peu. Être la plus honnête qu'il m'ait donnée depuis des années. Un mois après, il m'a apporté une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un acte notarié. L'appartement rue des Lilas m'était officiellement restitué. Il avait signé tous les documents, sans demander rien en retour. Je n'en veux pas, a-t-il dit. Enfin, pas comme ça. Un jour peut être. Si tu le souhaites, tu pourras en décider librement. Mais pour l'instant, il est à toi. Il a toujours été à toi. J'ai tenu l'enveloppe entre mes mains un long moment. Ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était autre chose, le début de quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer quand on est à l'intérieur. Une reconstruction qui ne ressemble pas à l'original, mais qui tient debout différemment. J'ai 67 ans. J'ai vécu le deuil de mon mari, les nuits d'hôpital, les années de solitude douce. Et ces quelques mois qui m'ont appris qu'on peut être vulnérable sans être faible, qu'on peut pardonner sans oublier, et qu'un enfant, même quand il s'est égaré très loin, peut parfois retrouver le chemin, si on lui laisse la lumière allumée. Pas la lumière de la naïveté, celle de la lucidité. Celle qui dit « Je t'aime, mais je ne me trahirai plus jamais pour te le prouver ». Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tendu la main aussi vite? Je lis chaque message. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle vous attend.